donc Bruno Vanier pour parler des émergents avec nous, le président de Gemway Assets. Bruno, rebonjour, bienvenue. Je me souviens de la discussion qu'on a vue, je crois que c'était en décembre 2020. À l'époque, tous les allocataires, tous les gérants se ruaient sur la Chine, l'Asie, et c'est vrai que ça avait été le grand trade de 2020 positif, favorable. Et à ce moment-là, vous disiez, vous, chez Gemway, on a plutôt tendance à se montrer un peu plus prudent et à sous-pondérer désormais légèrement la Chine. Bien vous en a pris, puisque 6 mois après, effectivement, ce sont des marchés qui ont nettement sous-performé par rapport au marché américain ou au marché européen. La question est simple, où est-ce qu'on en est à ce stade, et notamment quand on parle de la Chine, Bruno? C'est vrai qu'il y a d'une manière générale, les marchés émergents, et en particulier la Chine, a été prise un peu négativement par cette rotation croissance vers value, à peu près, qui favorise les marchés européens d'une certaine manière, et qui défavorise les marchés dans lesquels la partie croissance était très importante. C'est typiquement le cas des indices chinois. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, il y a des prises de bénéfices qui ont été articulées et une sous-performance qui devient assez importante quand même depuis le début de l'année, parce qu'on est à 0 plus de performance sur ces marchés, comparé à peu près à une bonne dizaine de pourcents ailleurs, quoi. Donc, et ce, en dépit d'une baisse du dollar, qui est en général souvent favorable aux marchés émergents, quoi. Alors, pour ce qui est de la Chine, c'est vrai que le cycle, et on parlait tout à l'heure de cycle économique, là, on a une visibilité assez forte, je trouve, sur le cycle économique chinois, qui est très fort aujourd'hui, mais qui est un effet de base monumental, encore une fois. C'est pour ça que juger de l'inflation aujourd'hui, rappelez-vous, en avril dernier, le pétrole était négatif. Oui. Donc la croissance du prix, la hausse du prix du pétrole est infinie sur 12 mois, ce qui, bien évidemment, a des effets induits assez exceptionnels sur les coûts, et qui est clairement un sujet pour cette année. C'est vrai que la hausse des coûts entrants par rapport à l'inflation sortante fait que certaines entreprises vont voir leur marge affectée. C'est assez quand même, tout ça est assez transitoire globalement. Si on regarde les chiffres sur 2 ans, qu'on les annualise entre 2019 et 2021, on n'a pas du tout ces effets extrêmement très forts de pic d'inflation. Et donc, là-dessus, c'est toujours difficile d'être dans une situation exceptionnelle et d'en tirer des enseignements sur le moyen terme. Chose qu'on se garde, nous, de faire. Souvent, rendez-vous dans un an pour y voir plus clair, une fois que les effets de base seront tous derrière nous. Indéniablement, mais sur la Chine, c'est vrai qu'on a une situation qui était, et ce qui nous a rendu un peu prudents sur le marché chinois, qui était, je dirais, une politique monétaire plus restrictive. On a une banque centrale chinoise qui est sans doute la seule aujourd'hui qui est plus orthodoxe, clairement, qui a des taux d'intérêt à 10 ans de plus de 3%, des taux normaux, on va dire. Largement positif, bien évidemment. Des taux négatifs en Chine, c'est juste pas encore quelque chose qui va être possible, quoi, heureusement, quoi. Et une politique monétaire donc relativement restrictive, une politique fiscale également un peu, enfin en tout cas moins accommodante qu'on a pu le voir. L'impulsion budgétaire n'est pas démesurée. Et enfin, une réglementation qui a été resserrée dans certains secteurs, notamment dans l'Internet, avec cette loi anti-monopole. Tout ça fait qu'effectivement, le marché est plus compliqué. Et tout ça se traduit par une liquidité excédentaire qui baisse. Et souvent, ça affecte bien sûr les valorisations. Et les valorisations, où est-ce qu'on les trouve? Plutôt dans les sociétés de croissance dont les multiples ont été relativement élevés après la forte hausse de l'année dernière. Ça, on est en train de voir le bout de cet ajustement. Alors, souvent, ça dure un peu plus que ce qu'on pense que ça va durer, quoi. Donc, on a vu en 2018, ça dure à peu près, pas tout à fait un an, autour de 10 à 12 mois. Là, mais la prochaine étape, c'est le point d'inflexion. C'est quand est-ce que les autorités vont réagir par rapport à... Le point bas de la variation de la liquidité excédentaire est au plus bas, je trouve, aujourd'hui. On va avoir des chiffres glissants qui vont commencer à remonter, qui seront toujours négatifs, mais qui vont commencer à remonter à partir du mois du mois prochain, quoi. On va avoir un effet inflation aussi qui va être notamment au niveau des prix entrants du PPI, qui va être encore assez fort, moins pendant encore un mois ou deux. Mais voilà, à partir de l'été, on va voir quand même une inflexion, une normalisation. En fait, l'économie chinoise est en train de se normaliser. Normalisation en Chine, ça veut dire plutôt la baisse de la croissance, parce qu'elle était très forte au premier trimestre, de l'ordre de plus de 18%. Effet de base, encore une fois. À partir du
troisième, voire quatrième trimestre, on sera revenu dans un cycle tout à fait normal, avec une croissance relativement bonne, mais pas non plus excessive, quoi. Ailleurs, dans les pays émergents, c'est très différent. Ouais. Et c'est ça aussi la grande surprise de cette année, c'est que à cause du traitement différencié du Covid, et dans certains cas, pas de traitement du tout en l'occurrence, quoi, puisque une recrudescence extrêmement élevée qu'on a vue au Brésil en début d'année et en Inde il y a encore quelques semaines, quelques jours, qui fait que voilà, une croissance qui commence à repartir est en train de se ralentir de nouveau du fait de la pandémie, du fait aussi de l'accès au vaccin qui n'est pas bien évident pour beaucoup de ces pays. On voit déjà comment c'est compliqué ici. Alors vous imaginez dans les pays les plus pauvres. Donc clairement, il y a un traitement différencié du Covid qui fait que la reprise n'est pas synchrone. Mais il faut s'attendre même à des difficultés beaucoup plus graves que ce qu'on imaginait, parce que là, j'entends parler de quatrième vague pour certains pays d'Asie de l'Est, des pays qui avaient étouffé très vite la pandémie avec des restrictions sanitaires, qui sont aujourd'hui très en retard sur les vaccins et qui se retrouvent pris avec une résurgence de l'épidémie. On a deux pays qui illustrent un peu ça. Le premier, c'est un peu une plaisanterie quand même presque, c'est le Taïwan. Ils ont eu un pic, ils sont montés à 300 cas, je crois, par jour. Pas de mort, qui vont régler en quelques jours, quelques semaines. Franchement, il n'y a aucun souci à se faire sur Taïwan sur le Covid. Je pense qu'il y a un pays qui le gère extrêmement bien, c'est bien eux, quoi. Et alors c'est vrai que quand on regarde le taux de vaccination, il est très bas, mais très bas parce qu'il y a très peu de cas. Donc, bien sûr. L'intérêt de se vacciner pour eux est quand même moins évident. Mais ils le feront sans doute. On voit par ailleurs en Chine que le taux de vaccination a bien monté au cours des dernières semaines, ce qui n'était pas le cas encore il y a 2 mois. L'autre pays sur lequel c'est plus problématique, c'est l'Indonésie, avec des mouvements de population, notamment pour les fêtes religieuses, qui fait qu'on pourrait avoir effectivement une recrudescence assez forte du nombre de cas. Là, il y a un peu d'incertitude, clairement, à court terme. Mais voilà, il faut s'attendre à ce que ces pays les plus pauvres, l'Indonésie, les Philippines, aient plus de mal à gérer ce cas, et que la sortie de crise n'est pas du tout pour la deuxième moitié de cette année, peut-être deuxième moitié 2022. Le jour où on parlera plus de Covid pour ces pays, c'est peut-être pas avant 2023. Bien sûr, bien sûr. Mais dans les pays les principaux, j'entends les plus riches en Asie, que ce soit la Chine, Corée, Taïwan, franchement, on a largement les moyens et on a montré l'organisation qui peut me permettre de faire face de manière très très efficiente à cette pandémie. Sur la tech chinoise, Bruno, vous disiez effectivement, alors vous dites une réglementation plus restrictive, ça on l'a vu effectivement, mais est-ce que la question c'est ça, c'est comme sur le plan monétaire, budgétaire, est-ce que le pire est passé d'une certaine manière? C'est pas simple comme réponse. Alors, dans la tech, on va dire, d'un côté il y a l'internet, en fait ce qu'on appelle vraiment tout le e-commerce, les réseaux sociaux, là, Tencent, Alibaba, Meituan, qui là, on a eu quand même les impacts assez négatifs pour Alibaba en premier, ensuite pour Meituan, un peu moins pour Tencent, mais c'est un peu le cas en ce moment. Mais ça, clairement, ça prend du temps. Je pense qu'il ne faut pas se dire qu'on est sorti. À mon avis, on sera sorti de cette histoire-là plutôt en septembre, octobre, à mon avis. Donc ça prend à peu près 1 an pour être digéré, quoi. Je crois qu'il faut toujours être prudent, quoi, pour y aller. De fait, nous, dans nos portefeuilles... Oui, parce que les résultats sont exceptionnels, quand même. Bien sûr. Les résultats de ces entreprises sont exceptionnels. Non, mais voilà, c'est ça. Les fondamentaux mais souvent, en bourse, quand des résultats sont très bons et que le marché ne monte pas, c'est pas toujours suffisant. Ça veut dire que quelque part, c'était anticipé ou que les anticipations étaient encore plus élevées. Et c'est vrai que sur les très beaux résultats qu'on voit depuis soit le premier trimestre sur l'année ou les années fiscales qui terminent en mars... les performances boursières ne sont pas tout à fait au rendez-vous, indéniablement, sauf exception. L'autre technologie, la technologie, je veux dire, plus semi-conducteur, alors là, on parle plutôt de certaines valeurs chinoises, mais aussi surtout taïwanaises et TSMC et d'autres, Là, les résultats sont plus qu'excellents, encore plus. Et on a des sociétés qui ont un pricing power, on parlait de tout ça tout à l'heure, qui est exceptionnel. TSMC fait le prix qu'ils veulent, globalement, sur les dernières technologies. Et ça, c'est encore investissable parce que ça a été bien flagué, bien identifié, avec même maintenant peut-être la crainte de surcapacité. C'est-à-dire s'il faut reconstruire des capacités de production en urgence, est-ce que dans 2 ans, on ne se retrouve pas avec un problème inverse? Là, on va un peu vite quand même. D'accord. Là-dessus, moi, je trouve que... Alors, c'est vrai que c'est des secteurs cycliques, notamment les semi-conducteurs plutôt coréens que taïwanais en l'occurrence, mais
Là, clairement, on n'a pas assez de semi-conducteurs. On le voit dans l'automobile, on le voit. Donc, clairement, il y a une demande. Et déjà, d'anticiper à partir d'aujourd'hui le haut de cycle et donc de vendre là-dessus, je trouve que c'est un peu tôt, clairement. C'est pas le moment de se faire peur avec ça, vous dites. Voilà, je trouve que, d'autant que les valorisations dans ces titres-là ne sont pas du tout élevées. C'est même presque de la value dans la technologie, ça, notamment les Coréens, quoi. Donc je trouve que on anticipe peut-être un peu trop rapidement, mais à mesure qu'on avance, bien sûr, ce pic de la demande ou ce pic de la demande, ce rattrapage, oui, bien sûr, entre le rattrapage et la nouvelle demande peut-être qui arrive. Oui. Voilà, donc il y a une incertitude indéniablement là-dedans. L'autre technologie plus croissance pérenne, qui est plutôt les Taïwanais, TSMC, Mediatek. Là, on a eu un mouvement assez violent de vente par les investisseurs domestiques, qui sont des retail investors, qui ont switché la techno vers le transport. Alors, je vois des titres comme Yangmin Marine, comme Wai Hai Line, qui n'ont rien fait pendant 15 ans. Ça fait ça, avec des volumes qu'on n'a pas vus. Taïwan, ça vous paraît petit d'ici, mais c'est quand même 25 à 30 milliards de dollars qui sont échangés par jour sur le marché. Donc c'est un peu plus gros que la bourse de Paris, oui, on est d'accord. Et le poids des investisseurs domestiques particuliers a vraiment augmenté de manière assez forte récemment. Donc là, il y a un mouvement de très court terme qu'il va falloir peut-être gérer d'une certaine manière. Ça donne quand même des opportunités. Mediatek, un designer de puces, notamment pour la 5G, se traite aujourd'hui à 18 fois avec 5% de rendement. Avec une guideline qui a été revue à la hausse cette année et sans doute encore pour la deuxième moitié de l'année prochaine. Donc ça donne quand même des opportunités. Merci beaucoup Bruno. Merci de nous avoir apporté votre éclairage précieux sur ces marchés émergents. Bruno Vannier, le président de GMO Assets, était avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur Bismart.